Bonjour, je me présente, je suis Christelle Monville, je suis professeure à l'université d'Evry, Val-d'Essonne, Université Paris-Saclay, et je travaille au laboratoire ISTEM sur un programme qui utilise les cellules souches pour reconstruire, traiter les maladies de la rétine. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'on fait au laboratoire. Alors tout d'abord, la rétine, vous connaissez son organisation. Elle est organisée en plusieurs couches de cellules. Parmi ces couches de cellules, il y a les photorécepteurs qui sont les cellules photosensibles. C'est celles qui nous permettent de capter la lumière et puis de transformer cette lumière en signaux électriques qui vont ensuite être traités par le cerveau. Et puis juste en dessous de ces cellules photosensibles, vous avez une couche de cellules qui sont représentées en jaune, ici qui sont des cellules de soutien, qui sont un peu les babysitters des photorécepteurs et qui permettent à ces photorécepteurs de fonctionner correctement. Et c'est ce qui nous permet de voir. Alors, dans certaines maladies, comme par exemple les rétinites pigmentaires, il y a des défauts génétiques qui vont affecter soit les photorécepteurs, soit ces cellules de l'épithélium. Ces maladies touchent à peu près 40 000 personnes en France. Lorsque les mutations génétiques touchent les photorécepteurs, ces photorécepteurs vont se mettre à mal fonctionner, vont être malades et certains d'entre eux vont commencer à mourir, à dégénérer. Et puis, dans d'autres maladies, c'est les cellules de l'épithélium, ces fameux citeurs, qui sont touchés. Et à ce moment-là, c'est eux qui se mettent à mal fonctionner. Et donc, secondairement, les photorécepteurs vont également se mettre à dégénérer et à mourir. Et puis, à côté de ça, vous avez une autre maladie de la rétine, qui est la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ici, ça n'est pas une maladie génétique, c'est une maladie multifactorielle qui touche environ 2 millions de patients en France. Comme son nom l'indique, elle est liée à l'âge, donc l'incidence augmente avec l'âge. Vous voyez, il y a à peu près 25% de personnes qui sont atteintes à 75 ans. Et puis, c'est 60% à partir de 90 ans. Et là, dans cette maladie, ce sont là aussi les cellules de l'épithélium qui sont atteintes ou les vaisseaux qui sont à l'arrière de la rétine. Alors, il y a plusieurs types de DMLA. On a l'habitude de parler de deux types, une forme humide et une forme sèche. La forme humide, on l'appelle comme ça parce que ce sont les vaisseaux qui sont situés dans cette choroïde, hein, la partie de la rétine qui est tout à l'arrière, qui vont se mettre, on ne sait pas trop pourquoi, à proliférer. Donc les vaisseaux ces vaisseaux vont se multiplier et les vaisseaux vont envahir la couche supérieure qui est la couche épithéliale. Et puis vous avez une autre forme qui est la forme sèche, qu'on appelle aussi atrophique, qui là va atteindre directement les cellules épithéliales. Donc au laboratoire et dans d'autres laboratoires qui travaillent sur ces pathologies, il y a plusieurs approches thérapeutiques qui ont été développées. De la thérapie génique, essayer de corriger les défauts génétiques ou essayer de protéger les cellules, remplacer par des prothèses. Alors ces différentes approches thérapeutiques vont un petit peu dépendre de la progression de la maladie. Quand on est très très tôt, on va essayer de corriger les cellules parce que les cellules sont encore là. On va essayer de les protéger. Mais quand on est sur des formes beaucoup plus tardives, avec une atteinte qui est beaucoup plus importante, on peut essayer soit de remplacer les cellules par des prothèses électriques ou alors par de la thérapie cellulaire. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors, pour pouvoir évidemment faire de la thérapie cellulaire, c'est-à-dire fabriquer des cellules qui ne vont pas bien dans une maladie et les remplacer, il faut pouvoir avoir une source de cellules qui soit une source avec beaucoup de cellules, donc une quantité de cellules importante, et puis qu'on puisse fabriquer les cellules qui nous intéressent, ici les cellules de la rétine. Alors il y a un type de cellules
qui fait ça. C'est ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes. Elles ont deux qualités extrêmement importantes. Elles s'auto-renouvellent, c'est-à-dire qu'elles se multiplient de façon illimitée et de façon normale. Et puis, elles peuvent, quand on leur donne les bons signaux, se différencier dans n'importe quelle cellule, y compris les cellules de l'œuf. Alors, nous, on travaille au laboratoire avec ces cellules souches pluripotentes. On en a deux types, les cellules souches embryonnaires et puis les cellules souches qu'on appelle induites, qui ont été découvertes beaucoup plus récemment et qui sont issues de cellules adultes que l'on reprogramme d'une certaine façon. On change leur programme et on redevient des cellules embryonnaires. Alors, grâce à ces cellules souches pluripotentes, on peut produire normalement à peu près toutes les cellules de la rétine. Donc ici, vous avez une photo de cellules souches. Alors, vous voyez, ça fait une petite colonie. C'est des cellules qui sont toutes accrochées les unes aux autres, qui vont pouvoir se multiplier comme ça. Et puis, on va pouvoir obtenir toutes les cellules de la rétine. Vous voyez, on arrive à faire des mini-rétines comme ça dans le puits de culture. Hein, ça ressemble un petit peu à une mini-rétine. Et on arrive à avoir des photorécepteurs, on arrive à avoir les autres neurones de la rétine. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'avoir ces fameuses cellules de l'épithélium. Alors, pour pouvoir fabriquer un produit pour une thérapie cellulaire et pour aller en clinique, il faut pouvoir fabriquer les cellules avec une méthode simple, une approche robuste, reproductible, et évidemment pouvoir le faire avec des approches qui soient capables qu'on soit capable de mettre en clinique. Alors, la thérapie cellulaire de ces formes de rétinite pigmentaire, il faut qu'on puisse donc arriver à remplacer les cellules avant que les photorécepteurs n'aient tous disparu. Donc vous voyez dans la progression de la maladie, au début ici on a une rétine qui est normale, et puis lorsque les cellules de l'épithélium vont commencer à mal fonctionner, elles vont soit mourir, hein, et puis secondairement, les photorécepteurs vont se mettre à disparaître. Donc l'intervention doit se faire à un stade où il y a encore des photorécepteurs que l'on puisse sauver. Alors, on n'est pas les seuls à travailler sur cette approche, hein. On a un partenariat, une collaboration forte avec l'Institut de la Vision, hein, qui sont nos partenaires pour ce programme de thérapie cellulaire, mais il y a d'autres essais cliniques qui sont en cours dans le monde. J'en ai mis quelques-uns ici, hein, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Israël et aussi au Japon, avec des approches qui sont toutes un petit peu différentes, hein, mais le but est le même. Alors, notre produit, en quoi il consiste? Il consiste en des cellules de l'épithélium qui vont être qui vont être générées, obtenues à partir donc de ces fameuses cellules souches. Donc on les différencie en cellules de l'épithélium. Et puis on va venir les déposer sur ici une membrane biologique, de façon à fabriquer un petit patch qui fera 3 mm sur 5 mm. Et ce petit patch, c'est ça qui va être implanté sous la rétine. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, on ne travaille pas tout seul. On travaille avec l'Institut de la Vision, l'hôpital des 15-20, l'hôpital Saint-Louis à Paris, l'Institut de biothérapie et puis le laboratoire Roselyne qui est à Édimbourg. Alors, comment est-ce qu'on fabrique ces fameuses cellules de la rétine? Eh bien, on les obtient à partir de souches. Et ici, elles ont été colorées artificiellement. Et ce que vous pouvez voir, c'est que c'est des cellules qui s'accrochent comme ça les unes aux autres. Hein. On parle généralement de cellules en nid d'abeille. Hein. C'est vraiment ce que ça fait.
sont des cellules en nid d'abeille et sont des cellules qui sont pigmentées, puisque c'est des cellules qui absorbent le trop-plein de lumière dans la rétine. Elles sont pigmentées, mais là, elles ont été colorées artificiellement pour qu'on puisse les voir. Donc, ces cellules, une fois qu'on les a obtenues, on va les mettre donc sur la membrane amniotique pour former le patch. Et donc, voilà comment est-ce qu'on fait. Voilà le patch ici qui est en culture, dans une boîte de culture. Et vous voyez avec des photographies ici de microscopie électronique, les cellules de l'épithélium qui se mettent, qui forment comme une palissade, comme une barrière sur la membrane amniotique. Et puis, on regarde que cette palissade soit correctement formée et puis qu'elle soit fonctionnelle. Donc, nous, on a des tests au laboratoire qui nous permettent de vérifier que ces cellules sont bien fonctionnelles, qu'elles font la fonction qu'on attend d'elles. Et là, en l'occurrence, c'est de débarrasser les photorécepteurs de leurs débris, d'avaler ces débris et de les éliminer. Alors, une fois qu'on a vérifié que nos cellules étaient correctement formées, on a formé ce patch. Donc ici, vous avez le petit patch, il est pigmenté. Je vous ai dit que ces cellules étaient formées, elles contenaient des pigments pour pouvoir absorber la lumière. Et puis, pour pouvoir manipuler ce patch, on l'a enrobé dans de la gélatine. C'est ce qui brille un peu ici sur cette vidéo. Et on peut découper le patch à la taille que l'on souhaite, donc 5 mm sur 3 mm, ça couvre à peu près la région centrale de l'œil. Et puis pour pouvoir l'injecter, on le met dans un système ici de seringue. Alors il s'ouvre parce que ça permet comme ça de conserver le haut et le bas de notre patch. Les cellules, elles ont un sens, elles sont orientées d'une certaine façon. On ne peut pas les mettre n'importe comment. Et puis ensuite, on va utiliser un système d'injection. Donc on met la seringue dans ce système d'injection et comme une seringue classique, on va pousser avec un piston. Le patch ici va progresser. Il va progresser ce patch et il s'est enroulé dans l'injecteur. Ça, c'est la gélatine qui permet ça. Alors évidemment, c'est de la gélatine à usage clinique. Et il faut s'imaginer que l'on est dans l'œil du patient. Lorsque l'on va pousser, le patch va se dérouler normalement. Alors évidemment, on a testé ça chez les animaux d'abord. Et ici, en fait, ce que vous voyez bien, c'est que ici, chez un animal normal, on a des photorécepteurs. Donc ça, ce sont les noyaux des photorécepteurs. Lorsque l'animal est malade, il n'y a plus de photorécepteurs, donc il est aveugle, il ne voit plus rien. Et lorsque l'on patch, on arrive à préserver les photorécepteurs. Alors, ce n'est pas tout à fait au même niveau que chez le normal, mais on arrive à préserver ces cellules. Alors, on a essayé de vérifier tout ça chez un animal plus gros, de façon à vérifier la sécurité. Donc, on a travaillé chez le primate. Et on a pour ça un petit peu changé notre façon de fabriquer le patch. On a designé des dispositifs médicaux un peu spécifiques. Et donc ici, on a un système qui permet de découper le patch de façon plus automatique, sans utiliser de SIM. Donc là, vous voyez que le patch a été découpé. Il a une forme de carte SIM. Et le petit patch, il est là, on l'a coloré de façon artificielle pour pouvoir le visualiser. Et puis donc là, vous avez en fait le patch qui a été implanté chez un animal et on voit qu'il est bien placé, bien à plat, et donc il n'a pas, il est bien en place, et donc ça montre la sécurité du geste chirurgical. Et là, on voit qu'il est bien à plat sous la rétine. La rétine n'est pas du tout abîmée par ce geste et le patch reste bien en place au cours du temps. Donc, toutes ces études nous ont permis de démarrer un essai clinique, démarré l'année dernière, au mois de septembre, donc septembre 2019. C'est un essai clinique qu'on dit de phase 1-2, c'est-à-dire ce qu'on va regarder, c'est d'abord la sécurité de ce traitement dans une première cohorte avec 2 patients qui ont une acuité visuelle qui est basse, qui est très basse. Et puis ensuite, on va essayer de regarder si
il peut y avoir une amélioration chez une deuxième cohorte de patients qui voient un petit peu mieux, de façon à voir si on peut avoir un bénéfice, une efficacité préliminaire de ce patch sur la fonction visuelle. Donc cet essai clinique a démarré, il y a 2 patients qui ont été implantés donc l'année dernière, au mois de septembre et au mois d'octobre, et chez ces 2 patients, tout s'est bien passé. Le patch a été correctement mis en place et donc la deuxième cohorte devrait redémarrer au mois d'octobre 2020. Voilà, j'en ai fini. Je vous ai présenté donc ce programme. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans la réussite de ce programme, l'équipe au laboratoire, mais aussi à l'Institut de la Vision, à l'hôpital des 15-20. Et puis, évidemment, je dois remercier toutes les associations, tous nos financeurs qui nous permettent de réaliser ces programmes, dont l'IRRP qui nous aide à financer ces programmes, et puis bien sûr remercier les patients, puisque sans ces patients qui s'engagent dans ces essais cliniques, on ne pourrait pas avancer. Voilà, je vous remercie pour votre attention.